Rebonjour et bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on reçoit à nouveau Simon, fondateur de Panorama. On poursuit notre discussion de la dernière fois. Étant donné qu'on avait trop parlé, on n'a pas réussi à se rendre à notre sujet principal qui était le carbone. Parce que Simon est un expert en carbone. Il a travaillé dans le monde du hockey, à faire des bâtons. Il a travaillé en aéronautique et aujourd'hui, il nous parle de qualité de carbone, mais aussi défait plusieurs mythes sur le carbone, un sujet qui nous intéresse hautement quand on commence à geeker sur le vélo. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. Donc, si jamais vous aimez ce podcast et vous ne voulez rien manquer, assurez-vous de me suivre sur votre plateforme préférée. Et si jamais ça vous en dit, je vous invite à me laisser une note, idéalement 5 étoiles, afin de me permettre de sortir plus haut dans l'algorithme quand les gens cherchent des podcasts de vélo. Sans plus tarder, allons parler à Simon. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Mais ouais, nouvelle année, nouveau décor. Ah, j'ai rien que. J'étais à 90 degrés. Ah, OK. De, T'as juste un peu switché d'angle. j'ai seulement switché d'angle. C'est mon angle pour 2025, ça va être comme ça. Ah, ben, c'est une bonne affaire. On reste, c'est la salle de réunion, dinette, un peu showroom, quelques vélos ici, là. Fait que c'est la salle tranquille ici. OK. Ouais, ben, j'avais jamais, je pense pas avoir visité votre nouvelle installation. Êtes-vous toujours à Granby? À Grande-Bay, dans le même immeuble, mais on a bougé de local. Ça va faire 2 ans qu'on a bougé, on a grossi. Puis là, cette année, il y a quelques mois, j'ai loué un entrepôt dans le même immeuble. Fait que c'est OK. un immeuble avec comme des condos industriels, si on veut, là, tout séparés. On est dans le même immeuble que Faction Bike Studio. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, Faction Bike Studio. Non, ça me dirait. C'est une firme de génie conseil, ingénierie et design, mais uniquement comme dédiée à l'industrie du vélo. C'est un ancien de Vinci qui a C'est parti ça. ça. Ils sont une trentaine d'employés ici, là. Fait que c'est une belle gang, une belle compagnie, là. C'est ceux qui font des designs de frame pour presque tout le monde, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est un groupe. Ouais, c'est ça. Ils sont une trentaine d'employés. En fait, on était voisins d'eux dans l'ancien local. Et ici, on est un peu plus loin, mais on est dans le même immeuble, là. Fait que c'est un groupe. Ils ont un laboratoire de tests. Eux autres, ils sont bien équipés, là. Ouais. C'est drôle parce que il y a quelqu'un qui m'a parlé justement d'eux, qui était comme ah, tu devrais les inviter parce que eux, quand tu parles de géométrie, ils connaissent tout. Fait que ben, si vous écoutez, écrivez-moi. J'ai quelques contacts, si tu veux. Malgré qu'ils sont. C'est dans leur mandat, ils travaillent avec énormément de compagnies. Mhm. Donc, ils sont très, très, très discrets. Ouais. Évidemment, ici, ils commencent à parler de le voisin, puis l'autre compagnie, puis le compétiteur, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, ils travaillent avec un tas de compétiteurs en même temps. Fait que Mhm. ils se doivent une discrétion absolue. Donc, pour les recevoir d'un podcast comme ça, tu sais, ça serait en surface, la discussion, j'ai l'impression, là. Il n'irait pas dans gros détails, là. Ouais. Mais je pense qu'on va parler de tendance. En tout cas, je verrai avec eux. Oui, Je pense que ça peut être vraiment intéressant parce que, tu sais, veux pas, tu sais, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est le carbone. Ça passionne les gens. Tu sais, les composantes, le carbone, les affaires, tu sais, la géométrie, c'est toutes des affaires que tu peux écouter en background pendant que tu t'entraînes, puis tu geeks en même temps sans t'en rendre compte, puis après ouais, ça, tu es juste plus intelligent quand tu viens pour faire un achat de quelques milliers de dollars pour ton prochain bike ou ton prochain wheelset ou etc. Tu sais quoi regarder, puis je pense que tu sais, de plus en plus, les gens s'éduquent pour mieux acheter, tu sais. ouais. Non, je suis 100% d'accord. Pas que notre discussion qu'on a eue sur la partie 1, c'est pas intéressant. C'est le fun de savoir un peu l'histoire du pourquoi, du comment ça se crée, ces compagnies-là. Mais ben, moi, j'en écoute énormément de podcasts. Puis évidemment, j'aime ça quand ça va un peu plus d'un détail, un peu plus de viande autour de l'os, là. Fait que je pense que, ouais, avoir une discussion sur le composite ou geeker sur la géo, comme tu dis, ou des choses comme ça peut rejoindre du monde, c'est sûr, certain. Mhm. Puis, ben c'est ça. Aujourd'hui, on va parler des composantes, principalement du carbone, parce que toi, dans le fond, ben, c'est ta spécialité, je pense, de base de ta formation.
Ben, regarde, j'ai étudié en génie mécanique, fait que formation de base, disons, généraliste. J'ai fait un cours ou deux de composite à l'université, mais moi, ce qui me plongeait dans cet univers-là, c'était quand j'ai commencé chez Guru. On a parlé de Guru Bicycles, qui était à Rivière-des-Prairies, puis ensuite à Laval. On fabriquait des vélos localement. Puis, dès que j'ai commencé là en 2006, j'ai commencé principalement d'un composite. Puis, je faisais beaucoup de design d'outillage. Puis possiblement, ça va être un volet on va aborder. Tu sais, il y a plusieurs façons d'obtenir des pièces de très haute qualité en composite, mais un élément principal, si ce n'est pas l'élément le plus important, c'est la qualité de l'outillage. Fait qu'il y a énormément d'ingénierie qui doit être faite dans l'outillage avant même de commencer à penser à comment je vais faire mon laminé ou les types de matériaux que je vais utiliser. Fait que chez Guru, j'ai baigné là-dedans beaucoup l'outillage. Puis ensuite, ben, tu le sais, on a parlé la dernière fois, je suis allé faire des bâtons de hockey. Moi qui n'ai pas un joueur de hockey, mais j'ai quand même fait ça un bout de temps en composite. Puis là, c'était en des grosses productions, on parle de centaines de milliers d'unités en Asie. Donc là, c'est une autre paire de manches, c'est de la production de volume, composite, des pièces aussi quand même de haute performance pour l'industrie du sport. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'optimisation de procédés. Fait qu'on était moins dans l'outillage. Là, je me suis vraiment plongé dans le procédé pur pour optimiser tous les paramètres là-bas. Puis ensuite, ma dernière expérience, ben, avant d'être à temps plein chez Guru, je suis allé en aéronautique. J'ai travaillé pour, en fait, dans le vélo, on connaît Hutchinson. Hutchinson pour les pneus. Ben, Hutchinson, c'est une multinationale qui a un paquet de divisions, puis ils ont une division composite, puis un bureau, une usine à Montréal, sur l'île, dans l'est de l'île. Puis Hutchinson Composite là-bas font des pièces, surtout des pièces de décoration pour des avions d'affaires. Donc les clients bombardiers Boeing, des jets d'affaires ultra luxueux, puis des pièces intérieures, des belles tablettes pour manger en fibre de carbone, puis des accoudoirs en fibre de carbone. Donc, c'était de la production locale de pièces avec d'autres styles de procédés, mais des requis évidemment aéronautiques, des requis esthétiques un peu débiles. Donc là, c'était une autre dimension, disons, une autre corde à mon arc que j'ai ajouté. Là. Fait que ça résume un peu mes trois expériences. Puis maintenant, évidemment, chez Panorama, on a 2 cordes en carbone. Fait que j'ai pu appliquer pas mal de notions là-dedans. Là. Ouais. Puis, juste quand tu dis outillage, en fond, tu parles de quoi? Les moules, puis les bladders, les vessies? Du moins, dans le vélo, ce qu'on utilise comme procédé, hein, c'est des structures tubulaires, puis la fibre de carbone est enveloppée. Il y a comme une préforme qui est faite. Donc, c'est de la fibre pré-imprégnée. Donc, c'est une fibre sèche sur laquelle il y a de l'époxy. Dans l'industrie du sport, c'est pas mal ça. C'est sûr, il y a un paquet de styles. On pourrait élaborer là-dessus, mais en ce qui nous concerne, c'est de la fibre pré-imprégnée d'époxy. Puis l'époxy, au lieu de durcir, est comme son procédé ou la vitesse à laquelle elle va durcir est comme ralentie. C'est comme désactivé, est activé par la chaleur jusqu'à un certain point. Donc, il y a un temps de manipulation avec cette fibre-là qui a déjà de l'époxy où est-ce que c'est un peu collant, puis on peut envelopper des couches sur un outil pour faire une préforme. OK, OK, ouais. Puis, la préforme, supposons qu'on forme, je ne sais pas, un top tube d'un vélo, un head tube. Cette préforme-là, ensuite, est mise dans un moule. Le moule, c'est la cavité, dans le fond, la forme extérieure qu'on a. Puis là, oui, il y a le bladder, il y a de l'air qui est envoyé là-dedans pour gonfler la préforme. Puis là, c'est cuit. Hein? Fait que pour faire cette fameuse préforme-là, ça dicte, disons, le résultat final, mais en grande partie. Si tu as une préforme qui est pas conforme ou qui est loin d'être conforme à ta pièce finale, tu vas avoir des gros enjeux de qualité. Tu vas avoir des déformations de fibres, il va y avoir des plis, il va y avoir des zones riches en résine, fait que la fibre ne va pas se rendre dans certaines zones, il y a seulement la résine qui va se ramasser là. Fait que, supposons que tu fais un préformage approximatif avec ta fibre de carbone qui n'est pas cuite,
sacs ça dans le moule, tu mets de la pression en fou, puis tu te croises les doigts que ça donne un bon résultat, mais ça n'arrive pas. Puis pour arriver à un bon préformage, il y a un paquet de techniques qui est utilisé, mais ça passe tout par l'outillage. Avoir des bons outils très précis, puis évidemment une main-d'œuvre qualifiée qui sait l'utiliser, là. Puis c'est ça. En fait, quand je parle de l'outillage, c'est surtout le préformage qui est critique. Le moule, au final, bah, c'est la cavité. La cavité, après, tu as tes parts d'air, tout ça, puis tu veux que ça soit bien designé. L'étape critique que les gens abordent moins, c'est vraiment toute cette séquence-là de préformage qui est hyper importante. C'est intéressant parce que j'ai visité 2 shops de carbone dans ma vie. Parley aux États-Unis, puis j'ai visité anciennement Falcon, les roues. Oui, Puis c'est deux étapes qu'on m'avait jamais parlé, le préformage. Tu sais, dans le fond, j'imagine que c'est une étape qui est probablement moins impressionnante que de voir les moules puis tout ça, mais j'avais jamais entendu parler de ça. Je trouve ça vraiment intéressant, mais ça fait ouais. en même temps du sens parce que la fibre de carbone, c'est quand même relativement rigide, tu sais. Oui, c'est ça. Ben, écoute, ce que tu dis, puis sans rien enlever à Falcon, parce que c'est super ce qu'ils ont fait ici localement, mais eux autres, ils n'utilisaient pas de la fibre pré-imprégnée, ils utilisaient de la fibre sèche, ils injectaient de la résine. C'est un procédé RTM, OK. Resin Transfer Molding, où est-ce que là, tu utilises la fibre complètement sèche, puis tu places ça, puis c'est un peu plus, je veux dire, ça peut être fait un peu plus de manière approximative. OK, OK. Ça Euh, pardonne plus. Ça pardonne plus. Euh, Toutefois, là, vraiment, pas mal tout le monde qui font les vélos, l'industrie du sport en général, c'est de la fibre du pre-preg, la fibre pré-imprégnée, ou est-ce que c'est des couches que tu dois empiler une par-dessus l'autre? Puis si tu fais un préformage, c'est justement là où est-ce que là, c'est euh, tes couches ils sont pas assez appuyés une sur l'autre. Il y a des vides entre chacune des couches. Ou si, là, je reviens à l'outillage. Si l'outillage n'est pas aux bonnes dimensions, puis disons, tu fais une pièce, juste tu wraps une pièce un petit peu trop petite. Ensuite, quand tu mets ta pièce dans le moule, tu mets ta pression, tu ne peux pas espérer que ça se dilate puis que ça aille épouser parfaitement le Mhm. contour du moule. Puis à l'inverse, si tu wraps une pièce un peu trop grosse, tu mets ça dans le moule, ben là, tu vas être obligé de comme d'écraser un peu ta préforme. Mhm. C'est là que ta fibre, au lieu d'être complètement droite, il va se créer comme des bourrelets, hein, des replis OK. comme ça. Puis dans le repli, entre mes deux mains ici, il va se créer comme une zone très riche en résine. Puis là, ça, c'est des défauts, c'est des cracks qui apparaissent à travers ta peinture. C'est des initiations de fissures. Mhm. Fait que l'enjeu, c'est quand on design un outillage pour faire du préformage, il faut avoir en tête quel genre d'épaisseur de laminé que je vais avoir. Puis, si supposons, je fais un vélo de montagne, je sais que je vais avoir des parois relativement épaisses à certains endroits, ben, il faut que mon outillage de préformage soit un peu plus petit pour accommoder plus épais Mhm. de parois. Fait que, tu sais, mais tu ne le sais jamais tant que le vélo, évidemment, tu n'es pas dans le processus d'itération, puis les tests, puis les prototypes. Fait que là, tu y vas un peu instinctivement. Ensuite, puis c'est pas rare qu'après, hein, quand tu es à la fin de ton développement, tu te dis, bon, mon outillage de préformage, peut-être qu'il y a certaines zones que je devrais raffiner mes dimensions. Donc là, il est refait, cet outillage-là. Fait que OK. c'est de quoi critique? Écoute, ce que je te dis là, c'est ce que j'ai vécu évidemment chez Guru énormément. Tu sais, ça a été tu sais, c'est encore une fois, pour atteindre des pièces de très, très bonne qualité, puis après, peut-être espérer rentrer dans un cycle d'optimisation en ajustant le procédé, puis rentrer, tu sais, vraiment dans tweaker les paramètres ou ton layup, arriver à de quoi pour vraiment optimiser ta structure. Si à la Mhm. base, tu n'es pas capable de faire des préformes qui ne généreront pas un paquet de défauts dans tes pièces, ben là, t'es foutu. Là. C'est pas, ça n'arrivera pas. Fait que c'est pour ça, c'est la base, c'est critique. Là. Mhm. Non, super intéressant.
Puis, tu sais, dans le fond, je pense que tu as parlé justement du préformage, des risques de crack. On entend parler de monde qui pète leur frame. Moi, je me rappelle quand la première fois que j'ai eu c'est sûr, puis c'est v'là 10 ans, là, il y avait plus de rumeurs dans ce temps-là sur le carbone, mais tu sais, mettons, les gens étaient comme, ouais, quand il fait froid dehors, etc. Tu sais, il y a plein de rumeurs autour du carbone. C'est-tu fragile ou c'est pas fragile, le carbone? Non. Ben, il y a différents grades. Donc, le carbone, c'est sûr, c'est plus rigide à la base, les propriétés physiques, là. Puis là, je parle des grades standards. Il y en a des excessivement rigides. C'est très, très rigide par unité de masse. Donc là, où est-ce que là, tu dis, je vais tomber dans une fragilité, c'est si tu fais un design d'un vélo uniquement pour atteindre des buts de rigidité. Je Mhm. veux un bike qui va transmettre la puissance parfaitement, tu sais, qui va être super rigide, qui va être réactif. Il y a moyen d'atteindre des résultats incroyables de rigidité, mais en ayant très, très peu de résistance. Mhm. C'est là qu'est l'enjeu dans le design. Fait qu'il faut balancer l'aspect rigidité et l'aspect résistance dans le design. Fait que oui, sur le marché, il y en a. Puis, tu sais, les vélos de carbone, les cadres ultra légers, haute performance, c'est sûr qu'ils utilisent des grades de carbone avec des modules de rigidité très élevés. C'est optimisé pour la rigidité, puis possiblement passer des tests, les tests de sécurité, mais de base. Fait que, tu sais, après, on ne s'attend pas à avoir un vélo hautement résistant. Tu sais, Mhm. mais c'est léger, puis c'est super stiff. C'est sûr, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Maintenant, au niveau euh, comme tu dis, température ou le froid, l'humidité. La fibre de verre est peut-être plus problématique, surtout s'il n'y a pas des couches protectrices, le clear coat. La fibre de verre peut avoir des enjeux avec l'humidité. Fibre de carbone, surtout les cadres, ils sont tous peinturés, il n'y a pas Mhm. il y a pas d'enjeu là-dessus. Là. Ça, c'est des rumeurs ou des oui-dire. OK, OK. Ouais. Puis, dans le fond, toujours dans. OK, ouais, ouais. Bon, toujours dans les fameuses rumeurs, OK? Il y a la fameuse rumeur qui dit que. Et je cherche à la phraser, cette rumeur-là, de façon qu'elle fasse du sens, parce que je l'ai écrit, puis elle fait pas de sens dans la manière que je l'ai écrit, mais tu sais, euh, tout le, toutes les cadres sont faites à la même place, selon certains, puis toutes les cadres sont le moule et la propriété d'une usine. Ça, j'imagine c'est faux, mais Ouais. est-ce que tu peux expliquer ou vulgariser à notre auditoire, spécialement Ouais. que toi, tu en as des cadres qui sont uniques, tu sais, qui t'appartiennent? Oui, 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 oui. Puis je suis pas, je peux parler aussi de panorama. Ben, grosso modo, pour répondre à la première question, non, c'est pas tout fait à la même place. C'est sûr, Giant peut donner cette impression-là parce que Giant, ils ont une marque, c'est une compagnie taïwanaise, ils ont une marque, mais aussi c'est une usine où est-ce que tout le monde peut aller les rencontrer puis essayer de faire fabriquer leur cadre là. C'est les plus gros au monde. Ils ont des usines pas juste à Taïwan, ils en ont un peu partout. Donc, évidemment, bon, il y a le marché, il y a Taïwan, il y a un paquet d'usines à Taïwan. Les très bonnes usines taïwanaises, là, une dizaine d'années environ, ils ont ouvert des usines en Chine, Hmm. là, 10-15 ans. Le coût de la main-d'œuvre, évidemment, c'est la chasse au meilleur prix, malheureusement. Là. Donc, le coût de la main-d'œuvre étant un peu plus faible en Chine. Donc, il y a un paquet de très, très bonnes usines dont les propriétaires, c'est des Taïwanais basés en Chine. Le sud de la Chine, Shenzhen, la région euh, disons juste au nord de Hong Kong. La même place que toutes les compagnies high-tech, les Apple, les Samsung sont toutes là. Donc, on n'est pas dans le mainland, Mhm. le centre de la Chine où est-ce qu'on peut avoir des images un peu folles. C'est vraiment des places où est-ce que les human rights, les droits de la personne sont respectés, les gens sont des bonnes conditions, les usines sont top-notch, le niveau
le niveau de technologie est très élevé. Donc, la Chine, puis là, ensuite, au premier, en fait, on est là-dedans actuellement dans l'actualité avec le deuxième mandat de Trump, mais avec le premier mandat de Trump, il y a un paquet d'usines de Chine qui ont déménagé au Vietnam puis au Cambodge. Donc, maintenant, si vous vous promenez dans les boutiques de vélos, vous regardez les collants Made in sur les vélos. C'est pas rare d'avoir des Cambodge sur des vélos très haut de gamme, des vélos de montagne à 10 000 $, des doubles suspensions en carbone, Made in Cambodia. Vietnam aussi, évidemment, Vietnam est très, très, très fort dans le vélo. L'Inde, maintenant, un petit peu. Je dis ça parce que tout ça pour dire, il y en a beaucoup de places, puis il y a beaucoup d'usines. Il y a énormément d'usines. Maintenant, il y en a beaucoup de bonnes, puis il y en a beaucoup de médiocres. Il y a des usines, pour n'avoir vu dans mon ancienne vie, dans le passé, ça fait dur. Là. Le monde sont moins en contrôle, moins sensibles aux détails des procédés. L'outillage, ils font moins attention à l'outillage. Le staff il est moins bien formé. Fait qu'il y a une qualité dans ces usines-là. Pour une compagnie de la taille de Panorama, évidemment, avec mon passé, j'avais visité un paquet d'usines. Donc, pour moi, j'avais déjà des liens avec des très, très bonnes usines. Habituellement, rentrer dans une très bonne usine, il faut que tu aies les Asiatiques, que ce soit à Taïwan ou en Chine, fonctionnent beaucoup par les relations, beaucoup. Il faut se rencontrer et tisser des liens humains avant de faire affaire ensemble. Puis il y a un niveau évidemment, il y a un minimum qu'ils veulent produire, fait qu'ils ne feront pas des micro-productions. Fait qu'il faut arriver avec un plan d'affaires intéressant pour avoir assez de vélos à produire. Mais où est-ce que là, c'est critique? Où est-ce que tu sais que tu vas être d'une bonne place? Et si tu rentres dans une usine, puis qu'il y a une marque de vélo établie, reconnue, de grande réputation, tu sais, qui est fabriquée à la même place, je ne veux pas dire c'est triste à dire, puis c'est la réalité. Supposons, je n'aimerais pas de compagnie, une compagnie qui sont, je ne sais pas, ils ont 100 employés, dont une équipe de 7-8 ingénieurs. Ils voyagent souvent en Asie. Les 7-8 ingénieurs font du travail avec l'usine, ils essaient d'améliorer des choses. Ben, les petits joueurs, puis Panorama, je vais le mettre là-dedans, on est quand même un petit joueur, on bénéficie d'un peu des améliorations que les plus gros amènent dans les usines, à moins de posséder l'usine. Fait que là, si on parle de Specialized, ils sont une usine au Vietnam. Je suis allé visiter, il y a 5 immenses bâtisses, 4 des bâtisses sur 5, c'est propriété Specialized, puis si tu vas là, tu n'as pas le droit de rentrer. Fait que, c'est fermé. Fait que, eux autres, évidemment, à grosseur qu'ils sont, ils peuvent s'offrir ces choses-là, mais je veux dire, des Specialized, Trek, Giant, il n'y en a pas beaucoup. Là, je parle des plus gros. Toutes les autres marques, les moyennes, ben, on est tous rassemblés à peu près dans les mêmes usines. Puis là, c'est tout le monde arrive avec ses idées. Il y a un jeu de comment ça fonctionne avec ces partenaires-là manufacturiers. Il y a un jeu, si tu arrives avec des idées innovantes, puis tu veux essayer des choses, il y a toujours un jeu de négociation parce que ces partenaires manufacturiers-là je parle encore une fois des très bonnes usines, sont en contrôle de leurs procédés. Ça fait des années qu'ils peaufinent leurs choses. Leur staff est trainé, puis ils sont nerveux à commencer à explorer des choses. Ils ne veulent pas se planter, puis ils ne veulent pas être pris avec des codes garantis. Quand il y a un code garanti, il y a la marque, le brand ici, mais nos partenaires manufacturiers sont aussi responsables. On est comme les deux. Fait que c'est. Donc, la partie innovation pour n'importe quelle marque peut être quand même assez longue. Il faut y aller étape par étape. Puis, en fait, les bonnes usines, ils ont des équipes de R&D, puis sont réceptives, puis ça avance bien là-dedans. Je pense à ton autre question, c'est intéressant le volet
de l'outillage, euh, ben, disons, nous, ça fait, on paye l'outillage chez No Design. La plupart des marques font ça. Il existe, tu sais, on entend les open mold, puis il y en a je ne sais pas comment, c'est open mold, y a-tu un autre Ouais, terme? ben moi, c'est ce que j'avais entendu, là. Puis, tu sais, on les avait beaucoup vus pendant COVID, là. Ils apparaissaient de nulle part quand il Hmm, manquait de frame. Ben, quand il manquait de bike, là, là, mystérieusement, il y a plein de personnes qu'on dirait qui se partaient d'une marque ouais, maison. Il y a tu sais, des magasins qui partaient des marques maison ou des c'est marques vrai. qui apparaissaient dans des magasins que personne n'avait jamais entendu. Puis là, tu cherches, puis ça n'existe pas sur Internet. Puis t'es comment? C'est Ouais, bizarre. ouais, ouais. Ce qu'il faut comprendre de ces vélos-là, puis là, je parle pas, je pense qu'il y a des usines qui ont une moins bonne réputation, qui peut-être qui font moins affaire avec des grandes marques, qui vont essayer ils font des bikes eux autres mêmes, puis ils vont essayer de les vendre eux autres mêmes, tu sais, sur Alibaba ou sur eBay. Les bonnes usines, disons les plus grosses usines qui travaillent avec des compagnies sérieuses, font pas ça. Et OK. faut s'entendre, ils font pas ça. Toutefois, toutes les usines, ils en ont toutes des open mold. Ils ont tout le monde, toutes les usines, ils ont un catalogue. Je veux dire, la réalité, ces usines-là se cherchent de la business, ils font du démarchage, ils ont des usines à faire rouler, puis ils vont dans les shows, à Eurobike, ils sont là, les bonnes usines, puis ils ne vont pas apporter des bikes de Panorama ou des bikes Hmm. d'un autre brand. Ils apportent leur moule, leur open mold. C'est comme leur design, c'est le design de l'usine. En fait, c'est un showcase pour montrer ce qu'ils sont capables de faire. Fait que c'est un outil de vente, Ouais. simplement pour la plupart des bonnes usines. Puis moi, ben là, là, ça fait plusieurs années que je travaille avec les mêmes, mais à l'époque, j'avais exploré deux, trois usines. C'est la première chose qu'ils font. Ils disent hey, regarde, on a un catalogue de open mold, puis on peut te l'envoyer. Fait qu'ils envoient des samples à des prospects pour essayer Hmm. de vendre des bikes. Fait qu'ils seraient bien mal en point. Ça serait malheureux qu'ils envoient des bikes tout croche, des bikes qui brisent, parce qu'on les juge, les compagnies, on Ouais. les juge sur des open mold comme ça. Puis j'en ai roulé d'un paquet d'usines, moi, des bikes, des designs d'usines, no name, des bikes chinois ou du Vietnam ou de Taïwan. Il n'y a pas d'enjeu. En fait, il n'y a pas d'enjeu si, parce qu'on connaît l'usine, on sait qu'ils sont sérieux, ils veulent vendre leurs services. Fait qu'évidemment, ils vont faire un produit qui fait du sens. Euh, Après, là, tu sais, je ne connais pas toutes les places, mais après, on peut se douter que peut-être des vélos, des cadres à 300 qui se ramassent sur eBay. Après, tu te dis, coudonc, on ne le sait pas. C'est ça qui arrive. On ne le sait pas. Ça vient de quelle usine? C'est-tu justement une marque? Puis il y en a tellement en Europe, il y en a plein. Tu sais, des marques de vélos, des petits joueurs comme Panorama, il y en a un paquet. Puis il y en a qui vendent des open mold. Euh, Après, si c'est-tu des bikes justement qui ont eu des défauts? Il n'y a pas moyen de le savoir. C'est ça Ouais. qui est embêtant. C'est toujours ça, il faut être prudent. On peut pogner une bonne place, si on a un peu un historique ou en lisant peut-être des commentaires en ligne, mais il faut être prudent avec ces choses-là. Euh, C'est un peu le risque, dans le fond, de prendre ces bikes-là, qu'on ne sait pas d'où ils viennent, qui manquent un peu de transparence sur leur provenance. Tu sais, dans le fond, c'est qu'une compagnie réputée, de ce que je comprends, va faire affaire avec des usines de qualité, alors qu'une compagnie peu transparente sur ses sources, puis de son R&D, puis sur, etc., puis qui utilise peut-être des moules qui sont non propriétaires, eux vont probablement peuvent avoir fait affaire avec une compagnie qui fait moins attention, qui est moins diligente dans sa production, puis qu'après ça, il peut avoir une problématique. Ce qui n'est pas la meilleure option si tu descends une côte à 70 km/h. non, c'est ça. Non, non, il peut y avoir des enjeux là-dessus. Fait que, c'est bien embêtant. C'est ça. Après, il faut que tu te fies uniquement sur ce que cette usine-là va dire si tu achètes directement de l'usine là, sur les sites comme Alibaba ou tout ça. Mais tu sais, après, comme nous,
encore une fois, Panorama, on n'est pas un immense joueur. On tire notre épingle du jeu dans notre niche. Ça va, c'est encore beaucoup de travail. On est quand même une jeune entreprise, mais il reste que les moules, nos 2 vélos en carbone, c'est nos designs. Les moules, je les ai vus, je les ai validés. On les inspecte souvent. Il y a du contrôle sur l'outillage. Ensuite, tout l'outillage, préformage, tout le procédé il est validé. Puis ensuite, dans la production, si je ne suis pas capable d'envoyer des yeux externes ou moi, je ne suis pas capable d'être là, parce qu'on envoie de temps en temps des agents de qualité, ils vont faire des petits spot checks, des gens qui ne travaillent pas dans l'usine, d'avoir des yeux extérieurs. Mais après, à la fin des productions, on a des rapports, du moins moi, je suis capable de comprendre. J'ai du data que je veux sur le procédé. Fait qu'il enregistre chaque cadre qui est moulé. Je veux avoir certaines données qui m'indiquent si le procédé est en contrôle. Fait qu'il y a certaines métriques qu'on peut tracker, puis tout de suite, on voit, OK, y a-tu quelque chose qui s'est passé à un certain moment donné? Puis là, s'il y a de quoi qui s'est passé, après, là, tu commences, un QC, pour n'importe quelle compagnie, c'est pas 100%. On ne fait pas de l'aéronautique. L'aéronautique, c'est Ouais. 100%. Dans l'industrie du sport, on ne fait pas 100% d'inspection. Mais au moins, il faut avoir des feux, un red flag et un feu qui ouvre. Je suis capable de voir, moi, une production 100% de données recueillies au cours de la production. Je suis capable d'avoir des relevés. Ce n'est pas compliqué pour l'usine de m'envoyer ces relevés-là. Oh, il y a quelque chose qui s'est passé là. Ben là, on va faire un échantillonnage puis on va inspecter. Est-ce que des bikes open mold d'une compagnie que tu ne sais pas font ces affaires-là? C'est ça. Je pense que tu demanderais à n'importe quelle compagnie, tu aurais la même réponse. Là, on ne sait pas comment c'est fait. Puis, ça peut être cowboy. Des usines en Asie, là, je parle de la Chine, le Cambodge, tout ça, il peut y en avoir des cowboys qui font à peu près n'importe quoi. Là. Ouais. Puis comment ça marche le QA, mettons, étape par étape? Tu sais, mettons, là, tu disais que vous inspectez le moule. Plus tôt, tu as parlé que vous alliez. Euh, dans le fond, attends, c'est quoi tu disais plus tôt? Tu as parlé du moule, tu as aussi parlé d'aller voir sur place. Mais tu sais, Ouais. dans le fond, Dans le c'est quoi le procédé, QA type pour s'assurer que toi tu fais pour t'assurer que Panorama, mettons, mettons, ils atteignent le 80%. ouais. Ben, je veux dire une métrique, ça peut être. Évidemment, il y a toutes les choses les gens peuvent s'imaginer. Évidemment, un coup que tout est validé, ton procédé est validé, puis ton bike, le développement il est terminé. Au cours du développement, tu vas atteindre des objectifs Mhm. de résistance, de résistance à l'impact, fatigue, tu as un paquet d'objectifs. Un coup que tout ça est atteint, puis là, on rentre en production, il y a différentes choses. C'est un volet qui est intéressant. Puis ce que j'avais en tête quand je dis une production entière, on peut voir comment le procédé, s'il est en contrôle, voir comment ça évolue, rentrer un peu dans le technique, mais quand la pièce cuit dans le moule, donc tu as une préforme qui se tient, qui est quand même solide, tu mets ça dans le moule. Quand tu pars ton chauffage, le moule se met à chauffer, l'époxy la viscosité diminue. Donc, ça se met à se liquéfier, l'époxy. À un certain stade, tu te mets à appliquer ta pression, puis il faut que ton taux de chauffage, le taux à laquelle ta pièce elle chauffe, il faut qu'il soit en contrôle, il faut qu'il soit assez constant pour s'assurer que quand la pression est appliquée dans la pièce, qu'il y ait l'évacuation de résine. Donc, je ne sais pas, peut-être tu as vu des pièces qui se démoulent, des pièces en fibre de carbone qu'on démoule, il y a un flash de résine. On appelle Mhm. ça le flash, c'est entre les deux parties du moule. Il y a un Ouais. paquet de résine qui est sorti, qui est évacué. Bon, cette résine-là qui sort de la pièce est super importante parce qu'elle sort, elle évacue un paquet de petites bulles d'air, tout un paquet de petites porosités qu'il peut avoir. Cette résine-là qui s'évacue sort.
Puis, dans le fond, en tout cas, c'est critique à la qualité de la pièce, d'avoir un bon flow de résine. Donc, tout ça pour dire, quand je fais du QC, on peut peser la pièce avant qu'elle rentre dans le moule, puis la pièce à la sortie du moule, comment elle pèse. Puis la différence, c'est la quantité de résine qui est sortie. Puis la quantité de résine qui est sortie, je te lance un chiffre comme ça, là, c'est grosso modo, c'est quand même significatif. Tu le sais quand ça ne marche pas parce que c'est sur un bike en carbone comme on fait, là, mettons, tu as 6% de résine qui sort. Ça fait un 80 à 100 grammes. Tu as comme 80 OK. grammes, 100 grammes de résine qui va être évacuée du moule au moment de la cuisson. Euh, C'est fait que beaucoup pareil. c'est beaucoup. Si tu te ramasses, puis c'est pas long, hein, c'est peser une pièce. Fait que moi, c'est 100% des pièces sont pesées. À un moment donné, si j'ai des pièces, je dis, hey, coudonc, il y a 20 grammes de résine qui est sortie de cette pièce-là. Ce qui s'est passé, possiblement, c'est la pièce dans le moule, elle a chauffé trop rapidement, ou si ça chauffe trop rapidement, elle va durcir trop vite. La pièce ne passe pas assez de temps dans une forme liquide pour que la pression évacue la résine. Ou la pression n'a pas été appliquée au bon moment, ou il n'y a pas eu assez de pression qui a été appliquée. Dans le sens que si ta pièce est molle, puis avant de redurcir, de l'époxy, ça se met à durcir tout seul dans la réaction chimique. Ben, si tu n'as pas appliqué de pression ou très peu de pression, ben là, tu vas démouler ta pièce. Esthétiquement, elle peut être très belle. Elle dit, mon Dieu, j'ai une belle pièce. Bon, ben là, j'ai eu seulement 1% ou 2% de résine qui a été évacuée de la pièce. Ben là, ça peut sonner des cloches. Bon, ben, ça veut dire que cette pièce-là, esthétiquement, est très belle, mais est sûrement bourrée de vide. Il y a un paquet de petites bulles d'air, il y a des porosités. Puis après, cette pièce-là, si jamais sur un banc de test, ben, elle risque de briser 30% plus vite, 40% plus vite. Fait que c'est un truc, ça, évidemment, que j'ai appris dans les années de grosse production, de la production de masse, des affaires qui sont faites, mesurer la résine, le flow, le outflow de résine quand tu moules des pièces. C'est une métrique facile à faire, puis tu es capable de voir tout de suite si ton procédé est stable, si tu es en contrôle. Très intéressant. C'était un peu technique, je ne sais pas si c'était Non, clair. mais c'est vraiment. Ben, en gros, tu sais, je pense pas que c'est. Tu sais, c'est très scientifique, mais en même temps, c'est très bien vulgarisé. Tu sais, c'est simple. C'est que s'il en reste trop, c'est probablement qu'il y a eu une problématique, etc., des Ouais, risques. Fait que, tu sais, c'est intéressant de savoir que juste de le peser. J'avais une question aussi pour toi. Tu sais, mettons, tu connais peut-être Ambini sur ouais, YouTube? Tu sais, ouais, lui, il passe son ouais, temps à découper des frames puis à analyser l'intérieur du frame. Mais tu sais, tu peux ouais. pas découper 100% de tes frames. Tu sais, c'est-tu un peu genre clickbait son affaire ou il y a vraiment une rigueur derrière ça? Puis c'est genre le test que vous faites, je sais pas, une fois de temps en temps, vous coupez un frame juste pour voir qu'est-ce qui se passe en dedans? Je reviens exactement à mon préformage. Les défauts internes dans une pièce en composite, c'est 100% un problème d'outils pour préformer. Hmm. Si tu préformes trop slack, trop gros, tu mets ça dans le moule, ton extérieur va être super beau, tu démoules, wow, j'ai une belle pièce, tu la coupes en deux. À l'intérieur de ta pièce, il va y avoir plein de bourrelets, de fibres, puis des déviations de fibres qui n'ont pas de sens. Ça, c'est vraiment un signe que l'outillage est off. Fait que moi, ma job, c'est m'assurer que l'outillage est top-notch. Puis évidemment, les employés sont bien formés pour faire la préforme. Quand ils ont leurs instructions de travail, puis l'outillage est validé, l'intérieur des pièces, c'est toujours beau. Tu sais, tu ne peux pas avoir un problématique d'intérieur. Tu sais, ton intérieur de pièce, tu ne peux pas avoir de bourrelets ou des défauts si ta préforme est top-notch à chaque fois. Fait que Ambini, ce qui démontre, ouais, je le vois, il est très divertissant, puis il est très bon dans ses approches. Puis ce qu'il démontre souvent, il prend un paquet de mesures de concentricité, de bottom bracket, puis aussi de head tube. C'est tout de l'outillage. C'est tout des problèmes d'outillage. 100%. Fait que, tu sais, c'est. Tu sais, les problématiques, comme je te dis, qu'il peut y avoir avec le flow de résine, comme j'expliquais, c'est au niveau du procédé. Puis
ça se voit pas, ça se verrait sur des tests destructifs. Puis là, ça peut, en fait, ça pourrait engendrer un bris prématuré ou en deçà de qu'est-ce qu'on a validé comme limite de résistance de la pièce, du cadre. Si entre les couches, il y a un paquet de void parce que la pièce a cuit trop vite ou pas assez vide, puis il y a la résistance interlaminaire, je ne sais pas si c'est quelque chose, c'est peut-être peu commun, mais le point faible des matériaux composites, c'est souvent la résistance entre chacune des couches. Donc, quand on fait la préforme, on empile un paquet de couches une par-dessus les autres, selon le design, quelle propriété mécanique qu'on veut atteindre. Après, Ça, c'est le cuit. layout, juste avant d'aller plus loin. Ouais, Ça, c'est le fameux layout dont toutes les compagnies parlent. ouais, ils disent le lay-up. Fait que, Layout, OK. c'est un lay-up, c'est la séquence de laminé. Fait que la séquence à laquelle on va juxtaposer chacune des couches de fibre de carbone. Puis un coup que c'est cuit, toutes ces couches-là se consolident pour faire comme une pièce pleine. Mais il reste que la partie la plus faible d'une pièce en composite, puis où est-ce qu'il y a des bris à l'impact, souvent, c'est toujours entre les couches. Il va y avoir une rupture, un décollement entre des couches. Puis après, là, toutes les couches ne travaillent plus ensemble. Quand ça se met à flexer, puis le cadre travaille, il n'y a plus rien qui travaille ensemble parce que tu as un petit décollement que tu ne vois pas à l'œil nu. Tu ne le vois pas nécessairement quand tu inspectes ton cadre, mais à l'intérieur de ta structure, tu as 2 couches qui sont décollées. Puis après, ben là, ça l'affaiblit, puis après, ça peut générer une fissure. Fait que, c'est cette résistance-là interlaminaire est critique. Je peux parler pour Panorama, dans notre niche, puis pour nos vélos en carbone, c'est le volet à laquelle je me penche le plus, parce que je sais que nos vélos sont destinés à être brassés pas mal avec les gens, les expéditions, les voyages, les sacs, il peut y avoir des impacts dessus. Fait que je m'assure au meilleur de qu'est-ce qu'on peut faire techniquement, d'aborder les meilleures pratiques pour augmenter la résistance interlaminaire. Fait que c'est pas tout le monde qui font ça, puis c'est correct aussi. Il y a des gens qui ils vont viser de la performance, ils vont viser le ratio rigidité-poids. Moi, mon approche est vraiment résistance à l'impact, résistance interlaminaire, beaucoup. Il revient à ce qu'on disait dans le fond un peu plus tôt par rapport à la fragilité. Dans le fond, toi, tu choisis d'avoir plus d'avoir une pièce plus solide versus peut-être les frames ultra légers de grimpeurs qui vont vouloir avoir un maximum de Ouais, légèreté puis de redonner la puissance. ouais. Peut-être pour finir, je sais que toi, tu l'as pas parce qu'il n'y a pas de championnat mondial de fat bike, mais le fameux collant UCI, là, c'est quoi les tests qu'ils font? Parce que là, il me semble que de plus en plus, on voit des marques sortir de nulle part avec ce collant-là. Je pense, mettons, Astana, ils sont rendus avec des vélos chinois. J'ai vu qu'il y a d'autres équipes qui font aussi de plus en plus affaire, peut-être au niveau continental avec des marques de frames chinoises. Fait que là, je me demande juste, c'est quoi le genre de test? Mettons, si toi, demain, tu voulais que ton gravel bike soit UCI, est-ce que tu sais c'est quoi les tests qu'il faut passer? Sais-tu quoi? Je vais être 100% honnête avec toi, puis je le sais pas. J'ai pas regardé OK. ça depuis mon époque chez Gourou. Le Gourou, on le regardait, puis à l'époque, évidemment, on était contraint dans des shapes de tubes, fait que des cross-sections, de quoi avait l'air la shape de tube, les ratios entre la largeur et la profondeur des shapes de tube. Fait que c'était beaucoup au niveau du design, comment le cadre devait être, comment les formes, comment les shapes devaient être faites. C'était dans mes souvenirs, mais là, ça remonte de plusieurs années. Puis actuellement, dans mon marché, ma clientèle,
je me suis pas penché là-dessus du tout. Fait que je suis pas le meilleur pour répondre. Il doit y avoir des requis de poids. Je pense qu'il y a un minimum de poids. Ouais. Il y a plein d'histoires, on entend dire le monde, ils ont des bikes trop légers, ils vont mettre des poids dans le fond du bottom bracket pour passer le UCI. En tout cas, il y a une couple d'affaires, mais je veux pas. C'est toutes des histoires que je lis, mais ça doit être des poids, des shapes aussi de tubes, de forme de bike. Il doit y avoir des requis de sécurité, évidemment. Là. Ouais. Fait Mais je sais qu'il y a que, la règle des triangles, là, l'UCI, tu sais, il ouais, y a une shape que tu es obligé d'avoir. C'est pour ça qu'en triathlon, c'est un peu plus wild. Puis tu vois des fois des c'est bikes ça. qui ont l'air de sortir du futur. Puis effectivement, il y a un minimum de poids là-dessus. Ça, je me demandais juste parce que l'année passée, il y a eu un gros scandale, là. C'est une équipe continentale euh, anglaise qui a bitché leur fabricant commanditaire qui était Villiers. Puis Villiers a décidé en milieu de saison de récupérer tous les bikes puis de sortir. Puis eux, ils ont acheté des open molds sur Alibaba, puis ils ont collé des stickers UCI. Puis là, ils se sont fait kick-out. Euh, ils ont perdu leur licence, cette équipe-là, mais je trouvais juste ça particulier comme histoire. Puis après ça, je me demandais, tu sais, c'est ça, c'était quoi les. Mais tu sais, c'est ça. C'est une question que je t'ai sortie out of the blue, là, parce que je me suis rappelé en parlant de ça que je me disais, c'est quoi que ça prenait pour pas qu'il aille le fameux. Puis tu sais, après ça, je me disais, une équipe continentale qui se ramasse avec des frames non homologués, ça me semble un peu sketch comme. Tu sais, ils les brassent sur leur bicycle, puis ils vont vite, puis ils mettent de la puissance. Fait que tu sais, j'imaginais juste. Ça me Ouais. semble être une bonne recette pour un failure catastrophique, puis. C'est certain. Non, non, c'est sûr que c'est des bons testeurs. À l'époque de Gourou, nos meilleurs testeurs, on faisait des vélos de piste un peu. Puis les gars de piste au départ, tu sais, ils sont tellement guirés avec des ratios vraiment élevés, des gros plateaux, des petits pignons. Puis au départ, l'effort qui est mis sur ces bikes-là, c'est fou. C'était le meilleur test qu'on pouvait faire, ces bikes. C'est des départs de piste, là. C'était un peu ridicule, là. Fait Hmm. que, en blanc pour aussi, je sais pas. Peut-être un jour, je vais me repencher là-dessus, là. Ah, sait-on jamais, il y a le championnat de gravel, là. Peut-être qu'un jour, ton gravel bike pourrait gagner. Ouais, ouais, c'est ça. On sait pas. Le championnat du monde de bikepacking, ça c'est pour toi. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, on a le Super Bowl du bikepacking, c'est le Tour de Divide, hein, Ouais. c'est la traversée des États-Unis de Banff jusqu'au Mexique. C'est pas mal le plus gros événement là, dans notre univers. Puis cette année, je pense qu'on va avoir un panorama sa ligne de départ, mais euh, non, non, c'est le fun à regarder quand même. Il y a moins de public, mais c'est quand même assez captivant. Ça dure quand même longtemps, ces courses-là. C'est le fun à Mais regarder. j'ai l'impression que ça va de plus en plus, tu sais, avec le contenu qui est accessible, les résumés, tu sais, les gens ont de moins en moins de temps pour regarder, je pense, une course sur route qui dure des heures et des heures. Tu sais, je pense, mettons, 4 heures et demie, mettons, 5 heures. Fait que là, tu te dis, un résumé comme ça, où est-ce que tu as la personne qui le vit, tu sais, on le voit avec, c'est quoi, Lachlan Morton, c'est ça? Ouais, Qui fait ouais, des épreuves incroyables. Il y avait le Vegan Cyclist récemment qui a fait de la frontière Canado-Mexique non, Canada-US à US-Mexique, qui a essayé de battre le record sur la one qui suit l'eau. Là, t'es comme, ils font des aventures incroyables qui se suivent en un épisode de 45 minutes, 1 heure, puis t'es comme, il y a quelque chose là-dedans où est-ce que c'est pas trop time-consuming, tu vis une aventure avec quelqu'un, c'est quelque chose qui est pas nécessairement ultra compétitif. Tu sais, il y a quelque chose de nice. ouais, 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 ouais. Non, c'est ça, malgré que ça soit. C'est quand même des athlètes de haut niveau, qui font des projets d'envergure. Ça reste Ouais, malgré tout inspirant parce que le même style d'aventure est quand même facilement reproduisable, proche de la maison, là. c'est ça. Mm. Mm. Good, ben, je pense que ça conclut notre podcast d'aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. Puis je pense que les gens vont être beaucoup mieux outillés à comprendre qu'est-ce qu'ils achètent. Puis
qu'est-ce qu'ils voient, puis aussi les tests qui sont faits pour leur sécurité, puis aussi poser les bonnes questions. Bon, mais génial. Non, ça a été le fun de parler de ça. C'est quand même des sujets intéressants. C'est quelque chose, peut-être. On a un blog hein, sur le site web, puis j'ai écrit un article sur le carbone, un peu notre, ce qu'on fait de différent, je pense, sur nos cadres. Je parlais de l'emphase sur l'interlaminaire. Il y a une couple de trucs que j'ai indiqués sur le blog, sur notre approche. Euh, fait que c'est le fun de communiquer là-dessus, d'en parler un peu sans vouloir vanter à outrance ce qu'on fait. C'est quand même le fun qu'on a le nez là-dedans. Il y a possiblement des compagnies qui se fient uniquement à leurs partenaires manufacturiers. Si l'usine est très bonne, ils sont en contrôle, ils vont dire fais-moi un bike, je veux tel poids, puis tu me le livres, je veux qu'il passe les tests, puis je veux qu'il pèse 1100 grammes, merci, bonsoir. Ben, moi, étant donné que c'est mon petit dada, j'aime ça me mettre le nez là-dedans. Là, je suis un peu geek de tout ça. Là, fait que c'est le fun de pouvoir exposer ça au monde. Fait que merci de l'invitation, Jean-Philippe, c'est bien gentil. Ben, ça fait plaisir, puis on mettra ça sous peu pour d'autres sujets, d'autres aventures sans faute. C'est bon. OK. Bonne Super. journée. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si jamais vous êtes nouveau sur le podcast, je vous invite à vous abonner. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à laisser un review, idéalement 5 étoiles, toujours pour m'aider à faire découvrir le podcast à des nouveaux auditeurs. Encore une fois, merci et je vous dis à dans 2 semaines.